vendredi, dernier numéro de cette semaine, dernier numéro de ce mois d'octobre. Heureuse de partager ces moments en votre compagnie. Bonjour à tous et bienvenue. Marcel, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour chers amis téléspectateurs. Herman Rodrigue Amégan, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Bruno, bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver spécialement pour ce vendredi. Bruno Soali, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Marcel, bonjour Herman, bonjour madame. Voilà, un plateau bien garni, 3 femmes, 2 hommes, ça fait 5, comme le 5e jour de la semaine, on est vendredi. Les chiffres sont bien assortis. On va finir avec vous. Hein? Bruno, finir avec nous. Ouais, on va finir avec vous. Bruno, n'importe quelle femme. Bruno, numérologue à l'occasion. Je ne suis pas sûr. Hein. Finir avec nous. Pas n'importe quelle femme. Bon, on va prendre l'avis de madame. Alors, bien-être, mode. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. On parle de la mode. Vous le savez, la mode, c'est ce qui part et revient. Et aujourd'hui, on fait un zoom sur ces pantalons évasés, à la limite, les palazzos. Il faut dire que les hommes aiment bien ce pantalon parce que comme... C'est un pantalon décontracté. Ça met tout en valeur. En même temps comme ça. Vous n'avez même pas présenté. Et vous dites que les hommes aiment ça. Présentez, après on va vous dire. Il faut d'abord présenter, après on vous dira si on a aimé ou si on aime. Pourquoi tout de suite vous braquez? Bon, on vous laisse dérouler d'abord. Écoutez nos arguments parce que ça met tout en valeur, ça met la femme en valeur, qu'elle soit ronde ou pas. En tout cas, ce sont des pantalons qui avaient pendant longtemps été portés par des dames. Cette tendance revient aujourd'hui. On parle bien sûr des palazzos qui sont différents des pantalons badef. Nous allons essayer sur ce plateau de voir un peu déjà l'origine de ce pantalon. Pourquoi aujourd'hui ce pantalon revient à la mode et comment est-ce qu'on peut porter ce pantalon ou aller aussi avec ce pantalon parce que comme on le dit, ça met tout en valeur. Ouais. Et est-ce qu'il ne faut pas se rendre partout avec le palazzo pour que ça déconcentre comme Madame Naya Non, Lawson. je voulais un coup bien me rasseoir là. Donc, On parle à cause du palazzo. Faut écouter les bonnes affaires. Comme on le dit, le palazzo déconcentre. Madame Naya Lawson, bonjour. Bonjour Madame Marcel. Comment allez-vous? Ça va très bien. Vous merci. êtes habillée conseil et nous allons parler du palazzo. C'est vrai qu'on ne peut pas bien regarder votre palazzo, mais je peux affirmer ici sur ce plateau avec l'aide de Bruno que Madame Naya a porté le palazzo. Bien joli en plus. Merci. Oui, c'est ça. Bon, alors, on y va. Dites-nous, Madame Naya, le palazzo remonte à quand? Qu'est-ce qu'on peut dire de l'origine de ce pantalon-là? Alors, avant de faire l'historique, je voudrais déjà rappeler ce que veut dire le palazzo. Palazzo, c'est un mot italien qui veut dire palais simplement. Palais. Okay. Comme pour dire un palais royal, un palais. Alors, le pantalon palazzo a été créé en 1960 par la princesse Irène Galitzine. Ouais. À cette époque-là, les restaurants qui étaient les plus en vue interdisaient l'accès de leurs locaux aux femmes qui venaient en pantalon. Alors les femmes ont voulu se montrer un peu malignes. Oui. Et à la sortie, les soirs, elles se mettent en palazzo parce qu'à l'époque, le palazzo était contesté. Il a fallu attendre les années 1970 pour que le palazzo soit démocratisé. Ce n'est qu'en 1970 que le palazzo a pris vraiment corps et beaucoup de femmes arrivaient ainsi à s'affirmer avec le palazzo. Alors j'ai essayé de définir palazzo pour faire le lien un peu avec le pantalon lui-même. Okay. Palazzo parce que c'est un pantalon reconnu par ses formes atypiques. C'est un pantalon qui est évasé déjà à partir de la cuisse avec une taille bien haute et ça laisse tout décontracté. Lorsque vous voulez être voilà, ça être voilà, comme dans un palais quoi. Tout à l'aise. Pour les allées où il y a la liberté, il y a la liberté d'aller de revenir. D'aller de revenir. L'expression, la liberté d'aller de revenir. Donc vous comprenez alors bien le lien
avec ce pantalon parlant de palazzo. D'accord. Alors, dites-nous, aujourd'hui, cette mode est revenue. C'est pas toi seul qui a des questions. Donc, fais vite. Cette mode est revenue et on peut même voir des femmes qui écoutent le palazzo avec du tissu imprimé. Pourquoi ce retour justement à cette tendance-là? Nous n'allons pas dire que c'est un retour à la mode, ça existait, mais c'est que sous nos cieux, cela n'avait pas été, ça n'a pas pris valorisé, merci pour le verbe, comme cela se doit. Donc, à force de regarder ce qui se passe de l'autre côté, nos sœurs africaines se sont rendues compte et se sont dit, mais tiens, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas laisser un peu nos anciennes pratiques renouer, essayer peut-être le palazzo pour voir ce que ça va Mais est-ce qu'on peut se rendre partout avec le palazzo? C'est vrai, vous êtes sur ce plateau avec un palazzo, on a vu que c'est vraiment décontracté. Ouais. Mais par exemple, si je dois me rendre sur mon lieu de travail, c'est pas une soirée de gala, est-ce que le palazzo est accessible à tous les lieux? Bien sûr que oui. Je venais de vous dire que c'est un pantalon que l'on porte lorsqu'on veut être décontracté. On peut porter le palazzo pour aller au boulot, on peut le porter pour aller à une soirée, on peut le porter pour ses shopping du week-end. Le palazzo, il est fait pour toutes les morphologies et peut être porté partout où l'on a envie de se rendre. Mais le vrai problème, c'est comment est-ce qu'il faut le porter. Et avec quoi Voilà. Et on y va, puisqu'on en parle. Alors, lorsque le palazzo, exceptionnellement, lui, ne se porte pas avec tous les hauts. Le palazzo peut être mis avec tous les hauts, sauf une chemise, contrairement à un pantalon normal sur lequel nous pouvons mettre. Donc, sur un palazzo, vous pouvez mettre un body, un t-shirt, un crop top. Ça peut aller également avec une blouse, mais tout sauf une chemise, comme je viens de vous le dire. Ok. Lorsque les palazzos, nous en avons multiples et multicolores. Nous avons les unis, nous avons les imprimés, les rayures, les palazzos avec poids. Alors, lorsque vous voulez mettre un palazzo uni, vous avez le choix entre un haut uni également ou un haut imprimé, fleuri. D'accord. Mais lorsque c'est un palazzo comme ce que je viens de mettre, imprimé à rayures, vous êtes limité. Là, il faut que le haut soit uni pour que ça ne soit pas trop chargé. Parce que le pantalon lui-même, il est déjà chargé. Ça risque de faire un fashion faux pas. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour les chaussures qu'il faut pour un palazzo, parce que c'est des pantalons faits exprès pour balayer le sol, alors vous êtes tenu strictement de mettre des hauts talons, des chaussures compensées, des bottines. Malheureusement, nous ne sommes pas de l'autre côté pour parler de bottines. Donc voilà, quelquefois vous pouvez mettre des baskets, mais lorsque vous avez un body, oui. Lorsque vous avez un t-shirt. En tout cas, beaucoup de choses sur le palazzo et je voyais mon amiga qui franchement suivait avec attention. Et Bruno qui prend même des notes. Je veux savoir, puisqu'ils m'ont averti qu'ils ont aussi des questions à poser. Je vous livre, Madame Lawson, Bruno et Herman pour vos questions. Ouais, dans votre description, vous avez décrit le fait que le palazzo permet de mettre en valeur les rondeurs de la femme, etc. Tout ça. J'aimerais demander pour les femmes qui ont mon physique, ou moins que mon physique, est-ce que le palazzo, porter le palazzo, ça ne va pas devenir un parachuto? Alors, je refais rapidement la phrase pour dire que le palazzo n'est pas forcément pour laisser les choses se balader, comme vous le dites, mais c'est lorsqu'on a envie d'être en décontracté. Parce que tout le temps en veste, tout le temps jean plaqué, parfois on a envie vraiment d'être à l'aise pour mieux se mouvoir. Alors, vous pouvez faire l'option d'un palazzo. Et je disais tantôt que ça va pour toutes les morphologies, donc pour une femme comme vous, elle va en choisir qui soit à sa taille. D'accord. Sinon... mais est-ce que ce sera autant mis en valeur que lorsque les femmes rondes. En tout cas, les femmes qui en ont quand même suffisamment. Femmes rondes. C'est clair que ça ne va pas être la même chose. Mylène? L'effet n'est pas le même. L'effet n'est pas le même. Est-ce que les femmes sur ce plateau seront belles? Bruno, on répond pas à cette question. En fait, c'est pour leur en acheter. Toutes les morphologies. Il n'y a pas de limitation en matière de port de palazzo. Mais on a toujours cru que les palazzos étaient réservés pour les femmes ayant ta morphologie, parce que quand tu es bien ronde et que tu te mets dans ce type de pantalon, comme vous l'avez dit, ça dévoile tout. À la limite, ça agresse. Oui, c'est juste que à cette catégorie de femmes, c'est beaucoup plus... Ça attire.
Sinon, pour le palazzo, je répète, toutes les morphologies peuvent le porter. Il n'y a pas de restriction. Et les hommes, il y en a pour les hommes? Ça n'existe pas. Mais est-ce que Non, ça ils coûte n'ont rien cher? à Non, mettre en d'accord. Les valeur. hommes, à la limite, peuvent mettre le bas def. Les hommes, On a rien à Mais ça découvrir fait- chez les hommes, donc. Non, le palazzo chez les hommes, vous trouvez ça beaucoup plus dans une autre forme, dans les sports, enfin les arts martiaux. Encore Donc, qu'on a là-bas, rien il y à a une découvrir. On forme a rien de à palazzo. découvrir chez les hommes. Alors, le palazzo aujourd'hui sur le marché, est-ce que ce pantalon coûte cher ou accessible à toutes les bourses? À ce que je sache, non. Même lorsque c'est dans un prêt-à-porter. Bon, ça dépend. Lorsque c'est du neuf, c'est du prêt-à-porter, ça va avec son coût. Parce que c'est de la fripe. Non, lorsque c'est du prêt-à-porter, du neuf, que ça vient directement, ça peut vous coûter relativement plus cher. Ça dépend de la marque aussi. Ok. Parce que De ça la peut marque, être de la matière. de la matière, tout et tout. Mais en fripe, je crois que c'est à toutes les bourses, c'est à la portée de toutes les bourses. Je crois que même avec 2000, 2500, vous pouvez trouver Avec un 1000 chose. francs, pourquoi pas? 1000 francs, voilà, Herman. pourquoi pas. Ça dépend du niveau Offrez d'usage un palazzo aussi. à votre compagne. Non, Bruno, c'est le meilleur cadeau de la saison. Donc, il faut y penser. Quant à Mylène et moi, on se met On en sait où palazzo. se diriger. Vers où Prochain se numéro de diriger. rendez-vous de minuit, on va dire tout en palazzo. Et les hommes en bas Et les- d'EF. Merci Bah, beaucoup. décidé. Merci à vous, Madame Merci Naya beaucoup. Lapson. Je rappelle que vous êtes habilleur conseil. On a parlé du palazzo. Donc, chers amis téléspectateurs, vous savez désormais tout sur ce type de pantalon. À vous donc le choix. Courez vers les marchés, offrez-vous du palazzo. C'est parti. Merci à toi. Merci, Mylène. Alors, comme moi, vous avez certainement déjà été ému par une photo blanc-noir sans vraiment savoir pourquoi. Alors, ce midi, Herman nous explique et nous dit surtout pourquoi le blanc-noir est si important dans la photographie. On se fait des photos ce midi. Oui, et maintenant qu'on a mis nos palazzos, on se dirige vers le studio pour immortaliser ce moment et peut-être le graver dans notre salon, mais pas en couleur, mais en blanc et noir. On parle de la photographie aujourd'hui en blanc et noir. Entre-temps, je dis bonjour à Marcel qui nous a rejoint. Marcel, bonjour. Marcel. Herman, bonjour. Bonjour. Marcel en face de Marcel. Ben là, ça fait 3 hommes, 2 femmes. Ne t'inquiète pas, on va assurer. On va assurer, c'est Ouais, clair. on va assurer. Ah oui. Qui assure qui? Ah, mais attendez devant. Herman? Alors, la photographie en blanc et noir est née avec, va de pair avec l'histoire de la photographie. La photo qui est née en 1800, dans les années 1830. On évalue donc la naissance de la photographie ou l'invention de la photographie dans les années 1830. Et donc, le premier support d'impression des photos, c'était donc en blanc et noir. C'est comme ça qu'on a connu le blanc et noir. Même si la couleur est apparue en 1860, ce n'est quasiment qu'un siècle plus tard que voilà, les photos ont commencé par être imprimées en couleur. On a commencé par voir de la couleur dans la photographie. Alors, la photographie en blanc et noir a quelque chose de vraiment magique. Lorsque vous regardez une photographie en blanc et noir, ça vous suscite des émotions. Cela a une beauté intemporelle. Cela vous procure des sensations. Ce qui fait que même aujourd'hui, avec l'invention ou voilà, les appareils photo numériques qui sont aujourd'hui voilà, plus utilisés par les photographes, il y en a qui continuent de flasher en blanc et noir. Il y en a qui continuent de faire dans du blanc et noir. Jusqu'à un passé récent, il n'y a pas si longtemps, il fallait encore utiliser ce qu'on appelle l'argentique. Aujourd'hui, c'est le numérique. L'argentique, c'est vrai, les gens imprimaient en blanc et noir et tout. Aujourd'hui, le numérique vous offre plusieurs possibilités d'imprimer dans toutes les couleurs que vous voulez. Mais il y en a qui continuent toujours de faire du blanc et noir parce que, dit-il, cela procure une certaine émotion, une certaine sensation qu'on ne retrouve pas dans la photographie à couleur. On va suivre ce reportage que nous propose Nicanor Kovi. Il est allé dans l'arène des photographes qui adorent le blanc et noir. Regardez. Dans son petit musée de la photographie, cet appareil Yashica 120 a une place de choix pour Théophile. Une pièce unique assurément, témoin des débuts de se passionner dans le métier. Ça là, il faut parler des années 100 et 1958, même depuis 1956, on en utilise déjà. Vous avez C'est ça. utilisé ça? Vous avez photographié avec ça? Oui, oui, j'ai commencé par ici. J'ai commencé par l'appareil 120 et Mamiya. Après, on est passé à Shanghai. C'était la belle époque de l'argentique. Théophile en parle avec une lueur dans l'œil aujourd'hui encore. Mais ce temps est révolu. Le vieux photographe a fait son deuil.
C'est déjà dans les archives parce qu'on ne peut plus l'utiliser. Pourquoi? Parce que seulement les gens ont retiré les pellicules que ça utilise de la circulation. Les manières sont devenues plus précises aujourd'hui. Donc il faut toujours apprendre. Tout comme Théophile, il subsiste encore quelques nostalgiques de l'argentique parmi la jeune garde des photographes professionnels. Richard est de ceux-là. Celui qui joue au quotidien avec les nuances de blanc et noir puise sa méthode artistique d'une autre époque. Je suis nostalgique par nature. La belle preuve ici, j'ai fait du noir et blanc alors qu'on est en plein 21e siècle. C'est parce que j'ai un profond attachement pour le passé. Et j'ai également une nostalgie pour l'argentique. Mais il faut bien vivre avec son temps. Pour Richard et pour d'autres encore, l'heure est au numérique qui a pour lui de solides arguments à faire valoir. Beaucoup confessent toujours la précision qu'a l'argentique par rapport au numérique. En même temps, je pense que c'est à relativiser. C'est à relativiser parce qu'aujourd'hui, avec la technique, on arrive à faire beaucoup de choses avec le numérique aussi. La belle preuve, il y en a qui, quand ils voient les photos que je fais en noir et blanc, croient que je travaille en argentique parce que certains n'arrivent pas à faire la différence entre les photos de l'argentique et les photos du numérique que je fais aujourd'hui en noir et blanc. L'ère de l'argentique, bien que révolue, inspire encore les photographes du numérique. Et en noir et blanc ou en couleur, il continue d'écrire la belle histoire de la photographie, image après image. Donc on a pu redécouvrir sur ces images l'argentique. Je ne sais pas qui parmi nous a déjà vu, sinon c'est déjà flashé avec l'argentique, je ne sais pas. Ouais. Marcel peut-être, oui. Bruno. Je crois qu'il y a une bonne dizaine ou même plus en arrière. Oui. Ah ouais. Presque tout le monde ici. Oui, il y a eu des conservateurs jusqu'à un passé récent. Ouais. J'ai même retrouvé des photos blancs et en couleur blanc et noir. Dont tu étais sujet? Bien sûr. Ah oui. Mais j'étais encore. C'est des photos qu'on t'a fait prendre, hein. C'est pas. Bon, c'est vrai que. C'est pas de ton propre chef. Je ne peux pas dire aujourd'hui que ça a été une demande personnelle, ces photos-là. Évidemment. Je suis venu découvrir les pages dans On va dire merci, maman. Alors, Mylène, Bruno, Marcel et Marcel, vous savez, on a découvert sur ces images de personnes qui font encore dans la photographie blanc et noir, mais je vous fais découvrir une autre, elle est sénégalaise. Elle s'appelle Marie-Madeleine Diouf. Son nom, elle est plus connue sous le nom de Nounou. Elle fait découvrir la culture sérère qui est une, on va dire quoi, une région d'une culture sénégalaise, une culture d'une région sénégalaise pour être plus précis. Et elle photographie justement en blanc et noir. Toutes ses expositions sont en blanc et noir. La culture sérère en blanc et noir, regardez. On ne peut pas échapper à la modernité. Moi, je suis partante de la modernité et de l'ouverture. Mais encore une fois, la culture est essentielle dans tout ce que nous faisons. Je suis Marie-Madeleine Diouf, Nounou. Je suis fashion designer de la marque Nounou Design by Deka et artiste. Fadidi tourne autour de la photographie noir et blanc des années 40 jusqu'aux années 80 et du textile africain. L'idée, c'est de montrer le vécu des peuples sérères. Donc c'est pour ça qu'il y a un circuit à faire dans la scénographie de l'expo, où vous avez une cour qui peut servir de cuisine traditionnelle. Vous retrouvez des ustensiles et ce qu'on utilise généralement pour la cuisine. Après, vous verrez plutôt une chambre où vous aurez un lit et tout ce qui tourne en tout cas autour des chambres en pays sérère. Après, vous avez un bench, c'est une place publique où les vieux se retrouvent pour décider un peu de comment le village doit fonctionner ou en tout cas prendre des grandes décisions. Vous retrouvez aussi un salon d'époque où vous avez une toute petite télévision noir et blanc. Et puis dans la grande cour, vous retrouvez du textile.
tombée sous le charme de cette photo. C'est une très très belle dame avec sa coiffure, ses boucles d'oreilles qui sont revenues, hein, c'est à la mode. Son visage en dit long sur ce qu'elle pense, sa posture aussi. J'adore ce coin. Cette série de 5 photos, c'est les regards de ces femmes, après les coiffures. C'est de très très belles femmes. La photo derrière, c'est la simplicité de cette femme. Elle n'avait pas beaucoup d'artifice, pourtant elle reste très très belle. Ça, c'est une photo de ma mère. On a les mêmes montures. Et c'est des montures qu'elle a portées. J'ai fouillé dans ses affaires et je suis tombée sur ces montures que j'ai reprises pour faire mes nouvelles lunettes. C'est une très belle photo et une belle femme. Ça, c'est un pagne tissé qu'on appelle tiwan dans ma langue natale. C'est un pagne qui sort généralement pendant les grands événements. C'est important dans la culture sérère d'avoir constamment ce pagne. Je considère que ce passé, on doit le raconter de la manière la plus belle. Ces peuples ont eu à vivre des choses extraordinaires et c'est de notre devoir de les raconter ou de les mettre encore en valeur. Voilà. C'était le blanc-noir dans ça toute vous a sa emporté splendeur. Oui, vous avez été emporté? Oui, le blanc-noir, on le sait, il est révélateur. Il est révélateur et surtout, il capte des émotions. Il reste, en fait, selon les photographes, et je le partage aussi, je partage vraiment cette assertion, cette idée, c'est que lorsqu'une photo est prise en blanc et noir, cela regorge d'une certaine émotion et cela a une certaine originalité que vous pouvez fixer une photo blanc-noir pendant toute une journée. Vous avez l'impression à chaque fois quand vous refixez la même photo de toujours découvrir quelque chose de nouveau, de toujours sentir une émotion nouvelle. Et ça a quelque chose de particulier que la photographie en couleur en tout cas n'a pas. Ouais, pour moi, je vais dans le même sens que Herman. Pour moi, la photographie en blanc-noir ou le blanc-noir en photographie a quelque chose de magique parce que même aujourd'hui, lorsque vous prenez une photo en couleur dans un décor pas forcément recommandé, je veux dire pas très beau, ou que vous avez certains défauts de visage, peut-être que vous avez des acnés par exemple, et vous prenez la même photo en couleur, mais avec les smartphones, donc c'est possible, vous la mettez en blanc-noir, automatiquement, tout disparaît, et c'est comme si le visage n'avait pas de défaut. Le même cadre qui paraît, un peu vilain, excusez l'expression, dans la photographie à couleur, mais dans la photographie en blanc-noir, vous sentez que c'est atténué. Bon, on sent toujours que c'est pas trop beau, le cadre, mais c'est atténué. Donc pour moi, la photographie en blanc-noir est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et voilà, c'est le moment d'avoir une pensée pour Nicéphore Niepce, donc qui est le père de la photographie, et vraiment dit que voilà, il a inventé quelque chose de vraiment magnifique qui nous permet jusqu'à ce jour d'immortaliser les moments importants de notre vie. Et il y en a une sur ce plateau qui adore la photo. Ah oui, vous êtes avec elle. Est-ce qu'on va conclure, Bruno, avec tout ce que vous avez dit, est-ce qu'on va conclure que la photo en blanc-noir est la meilleure, la belle des photos? Non, laissez-moi répondre. Je pense que c'est la meilleure. Oui. Et au risque de nous taxer de nostalgique ou de... C'est vrai que la photographie en noir et blanc ne date pas de notre époque. Nous, on est venu voir peut-être les reliques de la photographie en blanc et noir. Ça, aujourd'hui, même quand vous prenez une photo ce matin, que vous mettez en blanc-noir, celui qui ne vous connaissait pas, peut-être quand il voit ça, il va dire que c'est une photo de l'époque ancienne. Une ancienne photo. En fait, ça renvoie tout de suite... Moi, je pense que ça fait beaucoup plus... Ça ressort un aspect de... Ça ressort une personnalité de votre... une grandeur de votre personnalité. On se sent au-delà de ce qu'on est. Vous voyez, surtout quand vous mettez en palazzo, par exemple. C'est comme si vous faites partie de l'époque. Vous tenez vraiment au palazzo. Hein. Non, c'est comme si vous venez du 15e siècle ou du 16e siècle. Là. On se sent vraiment valorisé avec le blanc-noir. Par contre, les photos... à couleur, aujourd'hui, vous voyez, comme l'a dit Herman, c'est des photos qui ressortent tout ce que vous avez comme défaut. Et franchement, là, c'est pas agréable. Parfois, vous êtes obligé de travailler, de mettre des fonctions, de toucher à tout. Mais par contre, le blanc-noir, ça sort blanc-noir. Et puis, ça fait pas magie, quoi. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? On va classer de côté la modernité et tout ce qui va avec et ramener nos blancs-noirs. Moi, je pense plus que ça dépend de la sensation recherchée, l'objectif recherché. Moi, je les aime plus particulièrement. Les photos en blanc-noir. En blanc-noir, ouais, c'est de belles photos.
Herman, C'est fini? C'est fini déjà? fini. On se tape une photo et on la met en blanc et noir. Peut-être en selfie? Un beau selfie. Vous êtes d'accord? Et On y va? profiter. Avec ton téléphone, bien Oui, sûr. pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc on se tape une Mais selfie. Je sais ce Donc, que Mylène veut dire. Avec son téléphone, ce serait mieux. Je suis pas dedans. On est tous dedans là. Ouais. Pas Bruno. Mais Allez, voilà. Essaie de Ah, voilà. essaie C'est de moi la le mettre noir en de la blanc. photo, donc ça va déjà. Essaie de la mettre en blanc noir, voir ce que ça donne. Alors Bruno, on va voguer sur Le lac Nokoué. Nokoué n'est pas aimé. Hein, Non, pas aimé. Parce que on adore particulièrement cette chanson. Il pouvait la fredonner pour qu'on puisse Le lac a aimé. introduire. Mais malheureusement, on va rester sur le lac Nokoué. Et surtout, En tout cas, c'est deux lacs frères, donc voilà, c'est presque pareil. On va faire de la pêche. Oui, de la pêche. Et on va faire du dacouin. à midi, Ça, comme c'est- ça, c'est... C'est une C'est un bonne bon pioche. plan. C'est une bonne pioche. Ouais, C'est un ouais, bon plan. J'aime C'est ça. un bon plan. Vendredi, oui. Alors, on y va dans Découverte et Tourisme. Bruno? Allez, on va partir sur le lac Nokoué. C'est une vaste étendue d'eau. On parle de 20 km de long et 11 km de large. Donc vous imaginez la superficie, c'est vraiment beaucoup. 4900 hectares, imaginez. Voilà, une Ce n'est pas superficie petit. de 4900 hectares qui est recouverte d'eau et d'eau uniquement, mais qui sert de beaucoup pour les populations qui y habitent, qui sert donc beaucoup, je disais, aux populations qui y habitent. Aujourd'hui, on va parler d'une activité assez importante des habitants, on va dire, du lac, parce que voilà, ils sont voilà, des habitués de ce lac-là. Et partout où vous vivez, hein, vous savez, l'être humain, c'est celui-là qui s'adapte malgré son milieu de vie, les contraintes, il arrive toujours à tirer le meilleur de son milieu de vie. Et quand vous vivez sur l'eau, je crois que l'activité la plus proche à laquelle... C'est la pêche. Voilà, c'est la pêche, naturellement. On ira suivre cela et on va revenir juste après. Des cases surpilotis s'étalant à perte de vue. Des populations de pêcheurs en déplacement sur le plan d'eau. Bienvenue à la Venise d'Afrique, le village lacustre de Ganvier. À côté de cet enchevêtrement de maisons, déposées tels des pignons de jeu, il y a une image qui frappe l'œil. Ces parcelles délimitées à l'aide de branchages sur le plan d'eau. On les appelle ici les acadias. C'est une technique qui date des années 1800, au moment où les communautés ont émigré vers les zones lacustres. Et c'est en fait une technique qui est née de manière informelle. En réalité, la technique se pratiquait dans les communautés de Sochanhwe. Les gens pratiquaient ce qu'on appelle le achlo, c'est-à-dire on faisait des tranchées au niveau des berges et on mettait des palissades en palmier pour récolter le poisson à la décrue. Une technique de pêche sédentaire menée par les peuples toffins. Une technique qui a traversé le temps avec des améliorations. Ces pêcheurs, comme pour nous convaincre de l'importance de cette technique de pêche, nous invitent à vivre la réalité de la récolte de ces packs à poissons après 3 à 5 ans de mise en place de ces branchages entourés de filets. Un gros risque pour notre équipe de reportage, mais le jeu en vaut la chandelle. Il fallait se lever très tôt, à 4 heures du matin. La visibilité n'y est presque pas. Et nous voici en plein milieu du lac Nokoué. Une traversée d'une quarantaine de minutes et nous atteignons l'un des packs à poissons du vieux président Daniel Vidéon. Il plonge dans l'eau malgré son âge très avancé. Les gens sont en train de regrouper le bas du filet pour regrouper les poissons ensemble et à la fin on attache le bas
avec une corde. On attache le bas, donc les poissons ne peuvent plus sortir vers le bas. Maintenant, à la fin, il faut recouper encore la tête du filet, soulever le bas du filet et le mettre dans la pirogue. C'est à ce temps maintenant qu'on va commencer maintenant à mettre les poissons dans la pirogue. On laisse la poche, on recoule les poissons. Une action très périlleuse pour ces pêcheurs. Aller en apnée au fond de l'eau, ressortir les déchets de tout genre, puis regrouper les poissons. Mylène, vous avez certainement compris. Déjà, féliciter l'équipe de reportage, William Tchoki et donc Alexis Segbemont. Donc c'est beaucoup de courage, se jeter dans l'eau comme ça, se réveiller très tôt le matin. C'est vraiment compliqué. Donc voilà le reportage. William l'a dit dans le reportage, il fallait quitter 4 heures. Où la visibilité relève vraiment du miracle à la limite et où voilà, la bague peut chavirer à tout moment. Mais tout ça et quand on pour vous avoir de bons raconte poissons, ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Après, c'est que quand le doyen Alexis Segbemont vous raconte les coulisses de ce tournage, en tant que jeune reporter, vous vous dites en tout cas, mon courage n'est pas encore allé là-bas. Sans gilet de sauvetage. Même après la récolte. Après la récolte, peut-être ça peut être ça devient le lot satisfaction morale. Mais au moment où vous n'êtes pas encore sûr de vraiment voir. À l'heure de la récolte. Ah ouais? Donc, on ira sur la... Donc vous comprenez, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que les gens, en fonction de leur milieu de vie, se forgent leur fortune. Et là, vous voyez jusqu'où les gens sont obligés d'aller pour pouvoir joindre les deux bouts. Ce poisson-là qui est après déversé sur le marché, qui est vendu. Donc parfois, vous comprenez la frustration de certaines personnes lorsque vous essayez de rabaisser les prix du poisson. Parfois, ils vous regardent, elles se disent que vous ne savez pas tout ce qui a précédé l'obtention de ce poisson-là. Bon, en même temps, après aussi, l'acheteur ne veut pas savoir par où vous êtes rentré pour avoir le poisson. Chacun, comme le téléspectateur ne veut pas savoir les problèmes que vous avez. Exactement, c'est comme ça. Laissez-moi vous dire que quand on parle de risque, il y en a plus gros que ça. Parce que sur le lac Aimé, moi j'ai vécu cette expérience au moins sur le lac Aimé. Je ne sais pas si ça se passe également sur le lac Noukoui. Vous savez comment est-ce qu'on va à la pêche des crevettes? Mais il faut se lever plus tôt. 4 heures, c'est trop. Là encore, c'est pas avec du filet, mais c'est avec des cages. Là encore, c'est vraiment risqué. Le lac Aimé, vous le savez, ça doit être un peu plus profond que celui... Et vous n'êtes pas épargné de la visite des hippopotames, hein? Pas du tout. Parce qu'il faut marcher, on sait quelque chose. On va revenir rapidement et dire que donc, c'est avec cette technique de pêche qui est vraiment artisanale, on va dire, et très traditionnelle. Voilà les pirogues qui sont utilisées sans équipage pratiquement. Donc les poissons sont capturés. Donc la production de poissons au niveau du lac Aimé est estimée à 2 tonnes par hectare. Donc par an, 2 tonnes par hectare. Donc c'est dit que c'est une eau vraiment, on va dire, poissonneuse. Et donc et tout ça, ça vaut la peine. Et surtout quand on sait que la pêche fait partie des activités. Après, je crois le Akadia, vous permettez, oui, c'est une technique de pêche assez controversée parce que ça détruirait quand même la faune aquatique. Donc, c'est une technique assez controversée. Il y a des études menées à l'université qui ont démontré véritablement l'impact de cette technique-là sur la faune aquatique. Et donc, il y a des solutions qui ont été proposées sans nul doute pour pouvoir essayer de voir comment éduquer les pêcheurs à d'autres techniques de pêche autres que le Akadia qui leur permettrait quand même également dans le même temps d'aboutir au même résultat. Malheureusement, les dauphins, c'est des techniques qu'ils ont héritées des grands-parents, donc ils sont beaucoup plus conservateurs parce qu'il faut des branches, il faut des branchages donc pour aller enfouir à 1, 2, voire 3 mètres dans l'eau et créer, je vais dire, une superficie qui constitue à la fois une zone d'aquaculture, mais aussi une zone piège poisson, comme on va dire ça comme ça. Donc voilà le double rôle que jouent les Akadias. Et donc lorsque vous êtes aussi un pêcheur donc arrivé dans cette zone-là, c'est vrai que vous êtes le même qui a on va dire qui a enfoui les branches, mais après aussi donc c'est assez compliqué. Si on pouvait passer à d'autres, comme le dit Herman, à d'autres techniques un peu plus modernes
pour parvenir au même résultat, mais sans nuire à la faune aquatique. Ce serait bien meilleur, mais avec nos parents dauphins qui sont vraiment conservateurs, pour qui, selon eux, cette technique leur marche, comme on a dit, c'est 2 tonnes de poissons, l'estimation par hectare par an. Donc vous comprenez. Et le nœud du reportage, justement, est évocateur, parce que le nœud du reportage, c'est pour démontrer aux reporters que ça marche. Que ça marche. Donc, félicitations encore à Alexis Segbemon, parce que il fallait prendre les images dans ces conditions-là. C'est pas toujours simple. Sans oublier William Tchoki qui se réveille tôt pour aller pratiquement devenir un pêcheur en une journée, donc c'est pas toujours simple. Il a testé pour Mylène, il faudra qu'on... Peut-être que Beka ira tester pour nous. Il faudra qu'on fasse un programme aussi, Mylène, mais on ne peut pas aller là-bas en palazzo. C'est pas possible. On peut pas aller en palazzo. C'est dit que ces techniques ont été déjà améliorées et aujourd'hui les pêcheurs ont commencé même pas à adopter la nouvelle technique qui est de diriger je vais utiliser les noms terre à terre, des bidons, des fûts qu'on met et puis on constitue le akadia, mais plus en version traditionnel comme ce qu'on voit là, mais c'est beaucoup plus modernisé. L'aquaculture, c'est ça? L'aquaculture, exactement. Au-delà même du lac, vous pouvez le faire sur un vaste étendu. Il y a plusieurs manières aujourd'hui de faire de l'aquaculture. Il y a des mangeurs de poissons sur ce plateau. En tout cas, revendiquer. Merci beaucoup. C'est une identité. Surtout spécialiste de la tête. Et je vous en prie, c'est ce que j'allais dire. Ne touchez pas la tête. Il savent faire la dissection proprement. Ne touchez pas la tête. On peut se battre pour une tête de poisson. Merci. Maintenant, d'autres choses qui intéressent sur le lac Nopé aussi, ce sont les habitations. Sur Piloti, bon, vous en avez vu sans doute. Comme le dit quelqu'un, celui qui vit sur le lac est la cuisse. Alors, ce mini touche à tout est allé à la rencontre d'un corps de métier transversal basé sur l'amour du savoir et surtout le désir de le transmettre. Rebecca, dans le corps d'un enseignant, c'est maintenant suivant. Ils sont considérés comme les bâtisseurs de demain. Certains ont embrassé ce métier par la force des choses, mais pour d'autres, c'est une réelle passion. Aujourd'hui, nous faisons un clin d'œil aux enseignants. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rubrique « J'ai testé pour vous ». Nous sommes au cours primaire. Tout à l'heure, vous me verrez dans le rôle d'une enseignante. Mais avant, nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur ce métier. Suivez-moi. Bonjour par ici. Bonjour madame. Comment vous allez? Ça va bien. D'accord. Alors madame, bonjour. Bonjour madame. Aujourd'hui, on est avec vous pour en savoir un peu plus sur votre métier. Quand on est enseignante, qu'est-ce que ça fait? Dites-nous. Ça fait vraiment du bien d'être enseignante. D'abord, c'est un sacerdoce. Il faut avoir de la passion pour les enfants. Tant qu'on n'a pas de passion, on trouve que le métier est difficile. Mais quand nous avons de la passion, nous le faisons aisément avec amour. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez avec les tout-petits? Les difficultés que nous rencontrons souvent, c'est plus la maîtrise des enfants. Mais nous avons des enfants sages et donc quand on va avec douceur et avec amour, ils nous suivent et ils nous comprennent aussi. Alors aujourd'hui, moi je suis là pour essayer de rentrer dans votre peau, pour essayer de comprendre ce métier aussi et pratiquer ce métier-là, histoire de quelques heures seulement. Déjà que je veux le faire, dites-moi, qu'est-ce que je dois savoir sur votre classe avant de commencer? D'accord. Sur ma classe, vous devrez quand même connaître quelques prénoms. Exactement. Ça vous permettra d'appeler les enfants quand vous en aurez besoin. Alors, on va y aller. Je vais y aller comme ça. Je vais essayer de les manager. Je vais essayer de leur apprendre quelques notions. On va voir bien comment je vais m'en sortir. On peut y aller? Vous me permettez cela? Si je vous le permets. Bonjour les amis. Bonjour madame. Alors, on va essayer de se connaître un peu plus. Moi, c'est madame Rebecca. Vous pouvez m'appeler Tata Beka. Bonjour Tata Beka. D'accord. Alors déjà, toi, comment tu t'appelles? Il faut parler un peu fort. Je m'appelle Grâce Estelle Apédier. Grâce Estelle Apédier. Tu as quel âge? 4 ans. Super. Et celui qui est à côté de toi, lui, s'appelle comment? Xavier. Toi, tu t'appelles comment? Faut le laisser dire. Je m'appelle... Faut parler à haute voix.
Je m'appelle Jadiel. Il s'appelle Jadiel. Jadiel, ok, d'accord. Bon, et comme il ne parle pas trop fort, on ne sait pas. Et toi, ma jolie, comment tu t'appelles? Donne-nous ton nom. Faut parler un peu fort. On t'appelle comment? Je m'appelle Clara. D'accord. Et Clara, à quel âge? 4 ans. Clara, 4 ans, super. Et toi, beau gosse, comment tu t'appelles? Il est un peu timide, le beau gosse. Non, dis-moi, comment tu t'appelles? Et on enlève la main. Comment tu t'appelles? Dis-moi. Comment tu t'appelles? Il s'appelle comment? Itiel. 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 Itiel? Pourquoi tu es timide? Les garçons ne doivent pas être timides, n'est-ce pas, les amis? Oui. Tu ne dois pas être timide, hein? Parce qu'il y a de jolies filles à côté de toi. Bon, on y va maintenant à côté. Ici, comment vous vous appelez? Qui commence ici? Toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Océana. Océana. Super. Et toi? Elle est timide aussi? Chloé. Elle s'appelle comment? Chloé. Chloé. Oui. Oh, Chloé. Joli prénom. Et toi, tu t'appelles comment? Alade Bankole. Alade Bankole. Ok, Bankole, Chloé. Ok. Et toi? Tu t'appelles comment? Bethel. Bethel. Tu t'appelles Bethel, n'est-ce pas? Tu t'appelles Bethel, non? Ben, c'est tout petit, hein? On comprend tout de suite. Alors, les amis, quelqu'un peut me lire les jours de la semaine? Océana, tu vas le faire? Super. Dis-moi. On commence? Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Alors, tout le monde, hier, c'était quel jour? Jeudi. Et aujourd'hui, on est quel jour? Vendredi. Et les vendredis soirs, est-ce qu'il y a école le samedi? Non. Qu'est-ce que vous faites les samedis? On reste à la maison. Super, il faut rester à la maison, mais il faut aussi apprendre, il faut lire ou bien? Oui. D'accord, vous allez me mettre sur les ardoises maintenant le jour qu'on est aujourd'hui. Petite séance et comme c'est le week-end, on va essayer de danser un peu. C'est possible? C'est possible. On va y aller avec quelle chanson? Vous êtes d'accord les amis? Oui. On a envie de danser? Oui. Alors il faut se tenir debout. On se tient tous debout. Debout, Etienne. Debout, Chloé. Mettez debout. Alors, quand on ne se lave pas les mains, qu'est-ce qu'on a sur les mains? Les microbes. On a des microbes. Et pour ne pas avoir des microbes sur la main, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se laver les mains. Il faut se laver les mains. Alors, nous allons chanter un chant, d'accord? On y va. Lave tes mains, fais-le chaque journée. Lave tes mains, on les lave sacrées. Si tu as fini de les frotter, ta page c'est bien pour t'essuyer. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les secouer, secouer. Il faut les secouer afin
n'est pas forcément facile, c'est vrai. Travailler avec les jeunes, travailler avec les adolescents, c'est pas déjà chose aisée. Travailler avec les plus petits, vous imaginez ce qu'endurent ces maîtresses, ces maîtres chaque jour au quotidien. Ils sont tout simplement à saluer. Bravo, chers enseignants. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Alors, on lave ses mains. On lave ses mains. Et on fait quoi? On reprend la chanson. Ça y est. Lave les mains. Vous vous rappelez de votre maternelle? Non, je ne m'en rappelle pas. C'est trop vieux, ça. Ouais, c'est quoi? C'est de la réminiscence. C'est certainement tout souvenir relèverait de la réminiscence. Donc, non, mais c'est... Bon, évidemment, elle n'aimerait pas s'en souvenir. Parce que... Quoi, 3, 4 ans, on pleure tout le temps, c'était pleurnichard, on ne sait pas. Donc, Comme si vous étiez témoin. pas là, Mais c'est du travail hein, pour ces enseignants-là. Vous voyez ces enfants, c'est tout petit déjà à la maison, quand vous êtes en train de crier. Ne faites pas ici. Quand vous avez et 2, maintenant, 3... Ça 10, devient 15, un emploi 20, même, ça devient un emploi de les suivre, c'est tout un emploi. Salut un aux enseignant, enseignants. ce sont des qualités. Parce que vous savez, ce que vous devenez, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, c'est parti de quelque part. Parti de quelque part. Quand l'enseignant a des qualités qui vous, je ne sais pas, en tout cas, ce que vous êtes devenu aujourd'hui, ce que vous êtes devenu aujourd'hui est à l'image de ce que vous avez pu recevoir de vos enseignants. Tous autant que nous sommes, nous avons peut-être quelquefois eu des professeurs ou un professeur au moins génial, mais on peut également se remémorer les pires enseignants. On s'en rappelle, est-ce qu'il y en a eu? Non, mais vous savez, enseigner à la maternelle. C'était plus son travail qu'il faisait. Enseigner à la maternelle. Qui vous giflait quand vous. Non, mais enseigner à la maternelle. On a toujours de ces souvenirs-là. Ça demande beaucoup de tact, beaucoup de pédagogie et surtout un amour passionnel à la limite pour ce que vous faites. Parce que rester avec des enfants, pouvoir tenir des enfants, ce n'est pas facile. Ça demande vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Vous imaginez quelqu'un qui n'est pas patient, c'est que vous lui confiez votre enfant. Avant, c'est que votre enfant rentre, n'a pas envie d'aller à l'école le lendemain. Ce n'est pas parce que l'enfant est paresseux, mais c'est peut-être parce qu'il a un enseignant ou elle a un enseignant qui peut-être lui fait peur, qui peut-être menace tout le temps de le frapper. Donc, la maternelle, c'est le socle même. Ça doit être, les enseignants de la maternelle doivent recevoir une formation, et c'est d'ailleurs ce qui se fait, une formation particulière pour cela, connaître déjà la psychologie de l'enfant, comment l'enfant réagit. Qu'est-ce qu'il faut dire à l'enfant? Comment lui parler? Comment lui inculquer les notions? Comment lui inculquer les valeurs? Parce qu'on sait que c'est à cet âge-là que les enfants commencent par développer de la curiosité. Et donc, comment leur donner les notions avec tact? Je crois que c'est un travail formidable. Leur curiosité peut vous agacer. Hein, et quand vous ne savez pas, en fait, vous allez frustrer l'enfant. Vous devez être tout à la fois. Vous devez être une mère, une nounou, une infirmière, une psychologue. Tellement de choses. Ils demandent la même chose. L'autre dit je vais faire pipi, l'autre dit je vais faire caca. Et puis, c'est des bruits. On a volé mon bic, maître, on m'a piqué, maître, on m'a macré. Donc, c'est tellement de choses. Quand on est avec les enfants, un enseignant doit parvenir quand même à constamment créer, je veux dire, l'équilibre entre maîtriser sa matière, maîtriser ses compétences à transmettre, bien sûr. Il faut que l'enseignant arrive à créer l'équilibre entre ces compétences-là et la relation et la capacité à construire une relation avec les enfants et pourquoi pas leurs parents. L'enseignant vous dira que c'est le métier le plus qui procure plus de bonheur. Et vous remarquez avec moi aussi que souvent la maternelle, c'est généralement des maîtresses, c'est généralement des dames, c'est généralement des enseignantes. Je ne sais pas si c'est fait à dessein parce que voilà, la femme c'est la douceur. La femme a cette même douceur, quand il y a un homme, on met une femme à côté. On met une femme à côté. Vous connaissez que la femme c'est la déjà douceur. à la maison, papa, quand il y a les cris, bon, il se retire. Même si c'est plateau, si Mélène et moi n'étions pas là. Moi, je n'ai encore jamais rencontré si c'est plateau, même si Mélène et moi n'étions pas là, vous risquez de vous Non, mais vous savez, en fait, il y a... Non, mais je trouve que c'est parce qu'il y a en fait cette chaleur maternelle qui doit accompagner les enfants à cet âge précis. C'est ça qui peut-être milite en faveur des dames. On met les pères fouettants un peu plus tard. Ça vous attend au CE1, ça vous attend déjà, même déjà à partir du CI, ça vous attend. Quand vous voyez l'habillement même avec la ceinture, mais beaucoup plus.
même beaucoup plus au CE1, au CE2. Ça vous attend devant là-bas. Les maîtres sont là, ils sont patients, ils savent que bon, vous êtes à la maternelle, vous souriez, vous riez, mais il n'y a plus de qui vous attend. Et dire que pendant 9 mois, vous passez plus de temps avec ces enfants que même vos propres enfants. Oui. Donc ça crée le lien, ça crée le lien. Et l'enseignant, c'est aussi le temps. En tout cas, autant que nous sommes sur Honneur ce plateau, nous devons un grand merci à tous ces enseignants qui ont contribué à notre développement aujourd'hui. Donner des cadeaux aux anciens. Oui, on commence par toi. Une petite extrapolation. Surtout ceux qui vous ont donné des coups petite extrapolation, si vous le permettez, bien sûr. Chaque fois quand je le peux. Pour aujourd'hui. Oui, chaque fois, permettez. Tu fais un coucou à ton enseignant préféré. Une petite extrapolation. Chaque fois quand je le peux, je fais toujours un big up, un coucou à mes enseignants de philosophie et de français. Ce sont des matières particulières que j'ai beaucoup aimées et ça me sert certainement aujourd'hui. Moi, je salue mes profs de maths. Non, moi, c'est les profs d'anglais. On a fait des guerres. Les profs d'anglais. Les profs d'anglais, parce qu'on n'était jamais au cours. Salut. Non, mais Minette, la petite blague de la dernière fois, il dit, j'ai vu mon prof d'anglais, il m'a dit, how are you? Je lui ai répondu, bro, laisse tomber. Ça n'a rien donné. Il n'a pas supporté, on s'est battu. J'avais aussi un enseignant préféré, il s'appelle Emmanuel. C'est Emmanuel, j'ai gardé son prénom par son nom. Emmanuel comme Emmanuel Sévon, notre cher confrère, chargé de production. Et je pense que c'est lui qui m'a tenu au CI, je crois. Lui particulièrement, je ne l'ai jamais oublié. Je pense que je ne pourrais pas. C'est pas parce qu'il vous achetait des bonbons. Il me gâtait bien, il me gâtait suffisamment. Merci à vous. Merci. Merci à toi, Marcel. Merci. Pourquoi Marcel? Pourquoi je merci particulièrement? En fait, c'est l'homme Eureka. On vous explique. Je ne finis pas de penser à ce métier. On a fini de saluer. Les enseignants ont déjà entendu, c'est bon. Si on peut le convertir comme Marcel, c'est possible. Vous voulez passer de l'autre côté? Non, pas vraiment. Enseignant. Pas forcément. Okay. Mais je parlais du temps, en fait. Je tenais à le dire avant qu'on finisse. Je disais que l'enseignant, c'est aussi... qui a le temps de l'émission. Oui, bien sûr. Mais je suis sûr que l'émission n'est pas terminée. Je dis l'enseignant, c'est le temps. C'est pas possible de finir. On peut bien maîtriser les savoirs à transmettre, mais si on ne passe pas le temps nécessaire pour préparer son cours, je vous dis, le résultat, il a peu de chances d'être bon. Donc, être enseignant, c'est aussi avoir du temps. Merci, Maître Marcel. On espère que Rebecca en a beaucoup appris en une journée dans le corps d'un enseignant. Surtout la patience, c'est ce qu'il faut, ce qui est essentiel. Alors, stop et fin terminus pour cette émission, pour ce numéro qui est d'ailleurs le dernier de cette saison. Le rendez-vous de midi prend quelques jours de congé. On vous revient plus agrémenté avec de nouvelles rubriques. On espère que vous nous avez suivis avec beaucoup de passion. C'était avec un pur plaisir qu'on s'est incrusté chez vous chaque jeudi et vendredi. C'est bien ça? Oui, chaque jeudi et vendredi. Il faut noter qu'à un moment donné, on n'avait plus de quoi. Ça a été un peu bonheur. Oui, c'est vrai, au départ, il y avait les tartes, il y avait les poulets. Les habitudes ont changé. Même là, dans la conclusion, c'est le genre de conclusion où il doit avoir des choses. Encore qu'on est autour d'une table à manger. Merci beaucoup. Donc, pour la deuxième session, il faut y penser. Alors, on se retrouve très vite, Marcel. Très bientôt, on se retrouve très vite pour la deuxième saison. Toujours avec le même plaisir. Avec le même plaisir, avec la même voix, la même ambiance, le même enthousiasme. Absolument. Beaucoup de nourriture. On vous dit à très bientôt. Ciao.